aujourd'hui. Bruxelles voit la croissance française moins forte, le déficit plus élevé que cette année. Bon, ça, il n'y a pas de grande surprise. On attend du plan de relance allemand. Marcus Kerber, beaucoup en France. On attend que ça ruisselle sur nos PME, sur nos ETI, que ça fasse des contrats pour l'ensemble de nos entreprises. Est-ce qu'on en attend trop ? On attend très certainement trop, parce que les deux volets du paquet d'investissement que le ministre des Finances et avec lui le ministre de la Défense va façonner, ça va tarder. Premièrement, parce que les investissements faits dans l'infrastructure en Allemagne ne concernent que l'infrastructure en Allemagne. Il y a un grand nombre de problèmes de pans, de chaussées. Je ne peux pas m'imaginer que par définition, des entreprises de travaux publics françaises soient exclues, mais vous connaissez la réalité. Il faut commencer par refaire les routes et... Absolument, absolument. Alors, sur ce plan-là, la grande question qui se pose, est-ce que l'Allemagne est encore capable de se réformer et de surmonter sa bureaucratie et de passer rapidement des commandes ou d'attendre encore éternellement? Parce que la bureaucratie et les règles, là aussi, c'est le chou des Allemands. Les Allemands, c'est une pathologie allemande, la bureaucratie. Et faire tout selon la règle. Alors, pour refaire des ponts, des chaussées, tout ceci exige le travail des ingénieurs qui doivent bien préparer. Donc, on ne peut pas faire ça d'un jour à l'autre. Mais celles et ceux qui pensent que dès demain, il y aura un bulle d'oxygène dans l'économie allemande en raison des travaux publics, je dirais, il faut mettre un bémol. Pour la défense, c'est d'autres choses. Là, il faudrait très rapidement libérer les projets qui sont déjà en gestation. Nous avons beaucoup de flèches dans l'arc, mais il faut les utiliser. Et non seulement passer sur certains plans de la manufacture à la fabrication industrielle. Si aujourd'hui, vous voyez, et c'est un sujet qui m'intéresse, la fabrication de chars d'assaut, de chars de VBCI, comme on dit en France, des véhicules blindés, c'est la manufacture. Déjà, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est passé à la fabrication industrielle. Inutile de vous rappeler que tous les 2 heures, un char allemand était terminé. Voilà, juste un petit peu d'histoire. Alors nous devrions réindustrialiser et surmonter la phase de manufacture dans les domaines classiques. C'est vrai également, et malgré donc de nouvelles technologies qui ont été vues, repérées sur le champ de bataille en Ukraine, mais je dirais, celles et ceux qui disent qu'un micro-drone peut détruire un char se trompent peut-être un tout petit peu. André. C'est pas tout à fait ce qu'on voit aujourd'hui sur le champ de bataille ukrainien. Sur ce plan-là, il y a un vrai changement de doctrine. Il faudrait passer à l'industrialisation et j'espère que la dette allemande sur ce plan-là sera utile en Europe tout entière. André. Oui. Non, à nouveau, ce qui est quand même terrible, c'est qu'on est tous maintenant dépendants de bonnes nouvelles du côté allemand. Alors aujourd'hui, le track record, pour parler comme un financier le ferait, allemand, il n'est pas bon. Je rappelle que pendant le dernier mandat de Merkel, il y avait eu un plan de 3 milliards pour le digital, et les Allemands, en 4 ans, avaient réussi à en dépenser 300 millions. Donc effectivement, ce que dit Marcus Kerber, il reste de l'argent pour faire autre chose. C'est le sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a plein d'idées, mais en fait, ça reste bloqué dans la bureaucratie. Oui. Il y avait un très bon exemple, mais c'est à la fois positif et négatif, c'était combien de paperasse Musk avait dû remplir pour sa fameuse Gigafactory du Brandebourg. Ça remplissait, disait-il, 2 énormes semi-remorques de classeurs. Par contre, lui, et c'est le seul, avait réussi à faire son usine en 18 mois, je crois. Alors que les Allemands ont mis 10 ans et plus à faire l'aéroport qui est à 5 km de là également dans le sud de l'aéroport de Berlin. Deux petites remarques. Je vais terminer. Donc je pense qu'aujourd'hui sur l'Allemagne, et la dernière chose, je voudrais vraiment insister, c'est en lien un petit peu aussi avec Choose France, c'est qu'aujourd'hui il y a cette manie française, allemande, européenne, de considérer que la seule chose qui compte, c'est l'argent qu'on dépense. Je rappelle que sur la défense, si on inclut les Anglais, nous dépensons 50%, 48% de ce que dépensent les Américains. C'est pas rien. Par contre, on a 10% des capacités de projection, de transport, etc. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent. Et donc, on se ferait à nouveau des illusions en pensant que juste parce qu'on dépense de l'argent,
on réglerait le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'efficacité de cet argent investi, qui aujourd'hui est un sujet Marcus, je vous donne total. 2 remarques, mais si vous me laissez après le temps pour Philippe. Absolument. Je souhaiterais verser un peu d'eau dans votre vin concernant l'investissement d'Elon Musk à Brandenburg, parce que j'étais témoin là. Elon Musk a fait comme si la réglementation allemande n'existe pas. Il y a des problèmes d'eau extrêmement importants, la consommation d'eau, et comme c'est un secteur qui m'intéresse, j'ai fait plusieurs avis d'experts en la matière. Donc son comportement en Allemagne ressemble beaucoup à son comportement aux États-Unis. Donc, oui, mais c'est terrible qu'on soit obligé, parce qu'il était attiré par toutes les autorités politiques allemandes et du Brandebourg. Oui, mais vous voyez l'incohérence. Deuxième, la compétence en la matière de décision sur son investissement était pas fédérale, était du Land, mais du Land. Oui. C'est-à-dire le fédéralisme allemand joue un rôle très très important. Je vous rappelle que la Constitution de 1949 prévoit la fédéralité ou le fédéralisme comme un élément, comme une composante je dirais, à laquelle qu'on ne peut pas modifier, immodifiable, parce que les Alliés ont voulu éviter un État central après, avec la recréation d'une deuxième République allemande. Je rappelle que la première décision de Merz, c'était de changer la Constitution allemande. Ce fédéralisme est une réalité terrible en matière de bureaucratie. 16 Länder, c'en est trop. Il faut, sur ce plan-là, rapidement faire une réforme pour passer rapidement, plus rapidement les commandes. Vous avez quand même, à part quelques-uns, vos lenders sont quand même des très gros lenders qui ont une vraie puissance économique, enfin, qui se classeraient. Enfin, prenez, pour prendre le plus caricatural, la Bavière ou le Bade-Württemberg. Enfin, ça quand même, c'est du lourd, quoi. Moi, je suis pas certain. Mais la Bavière le sujet allemand, à mon avis, c'est pas de fusionner vos lenders. Très certainement. Le sujet, c'est la lenteur administrative. On ne peut pas fusionner la Bavière avec un autre. Avec un Freistaat, Bayern ne fusionnera jamais avec personne, ça, on en est bien conscient. Les Bavarois ne seraient pas d'accord, mais il y a un grand nombre de petits États comme Brême, comme Hambourg, mais bon, alors donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surmonter le plus rapidement. Je voudrais venir quand même ça ne va pas se faire parce que les populations seront opposées. Philippe. Non, sur la question de l'or, enfin, c'est quand même assez cocasse de penser que les Français regardent enfin l'Allemagne avec des yeux de chimène. Je sais que les Français sont modérément germanophones. À l'idée que, enfin, peut-être, eux aussi vont déconner, passez-moi l'expression. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui peut faire de la dette. La dette, c'est notre drogue. On est vraiment des drogués. Et donc, on dit, mais formidable, il y a un nouveau dealer qui vient de s'installer de l'autre côté du Rhin. Ça va être formidable, on va pouvoir avoir à nouveau de la schnouf. Donc c'est quand même sous-optimal. Que les Français se réjouissent de voir qu'enfin quelqu'un va leur procurer de la drogue, c'est moins bien que si les Français disaient bon, j'ai compris, la drogue ça va pas, je vais mal finir si je continue à me droguer et donc je vais me soigner. Non. Les Allemands parlent de 64% de consommation de drogue. Oui, non mais 64%, ils peuvent aller beaucoup plus loin. 64%, évidemment, ils peuvent se shooter beaucoup plus loin. Il y a 20 ans, on aurait dit mais c'est obscène, 64 c'est énorme. Aujourd'hui, 64 c'est parmi les dettes les plus faibles. Bon. C'est la troisième, quatrième. Deuxième observation un peu technique, je voudrais faire, mais à laquelle, à mon avis, il faut penser. Une grande partie du niveau, enfin du confort qu'on a eu récemment avec des taux d'intérêt au fil des quelques dernières années, voire décennies, c'est que comme la dette allemande n'était pas très abondante, le stock de dette allemande n'était pas très abondant, les gens qui voulaient investir en dette souveraine dans l'Union européenne se tournaient vers la France parce que c'est en gros, ils disaient ce qui ressemble le plus à la dette allemande. Bien sûr, il y a mieux, il y a la dette finlandaise, il y a la dette autrichienne, mais enfin, elle est rikiki. Donc, si vous vouliez avoir ce qu'on dit sur les marchés, un proxy, enfin un truc qui ressemble à la dette allemande en grande quantité disponible, ça pour le coup, on a ça en France, on vous en offre autant que vous en voulez, il y avait la bonne grosse dette française. Si les Allemands se mettent à constituer une bonne grosse dette allemande, je crains que la qualité perçue de la bonne grosse dette française ne baisse un peu. Oui, mais donc si les gens veulent plus de dette américaine, ils auront peut-être... Ouais, on peut imaginer que les gens veulent plus de dette américaine, on peut imaginer aussi que demain les gens boivent plus de Coca-Cola et arrêtent d'acheter... sur la dette américaine, il peut y avoir un petit risque, non ? Oui, il y a un petit risque. Si vous voulez, le sujet, c'est... Marcus est avec moi. En Europe, si vous voulez investir dans la dette européenne, qu'est-ce que vous prenez ? Vous avez les petites dettes super qualitatives, la Suisse et la Finlande, enfin la Suisse... Alors, le grand paquet de dettes allemandes qui va arriver sur le marché a d'abord choqué un petit peu les marchés. Il y avait mais après, ils vont adorer. Et puis le directeur général de l'Agence fédérale pour la gestion de la dette, un ami très proche, un collègue très estimé, a été surpris lui-même par la réaction du marché. D'abord, surprise, puis du calme. Mais oui, mais revenons à la métaphore que je filais tout à l'heure de la drogue. C'est-à-dire que vous avez un type qui vient avec de la bonne
bien raffiné et pas trop mélangé, le consommateur est content. Alors, franchement, il faut y réfléchir à ça, parce qu'au niveau intra-européen, vous avez maintenant une sorte de retour en grâce de la dette italienne, parce que l'Italie présente un certain nombre de qualités, de stabilité, etc. Donc, il ne faut pas oublier que nous, Français, on a intérêt, oui, à ce que les Allemands dépensent en première analyse, parce que ça nous retombera dessus en plus serré, marginalement, je pense, mais enfin, quand même, ça sera un peu positif. Il y a aussi des inconvénients. Donc, on pourrait avoir un OAT qui monte, quoi. On n'a pas besoin de ça parce qu'on a beaucoup de dettes à émettre. Toutes choses égales par ailleurs. Je pense que il y a un ingrédient de la faveur dans laquelle était bizarrement tenue la dette française depuis des années, qui est en train de disparaître avec la constitution d'un bon gros stock de bonnes grosses dettes allemandes. Et puis au-delà, je pense que ça n'est pas l'intérêt de l'Europe de vivre encore plus à crédit. Alors on dit c'est les Allemands qui payent, l'Allemagne paiera, on a déjà entendu ça quelque part, mais enfin... Au bout d'un moment, la solidarité européenne, elle est ce qu'elle est. Et le fait qu'il y ait un pays de plus qui s'endette ne me semble pas être une bonne nouvelle du point de vue qui est le mien. C'est-à-dire que ça serait quand même bien de créer de la valeur plutôt que de vivre à crédit. Elle est en désintox. Vous vouliez un éclairage allemand. Oui. C'est d'ailleurs aussi le problème auquel est confronté Merz. Il a quand même subi une petite bronca de la part de ses propres députés, parce qu'il a quand même été considéré comme donnant beaucoup trop de concessions à ses partenaires de la coalition de la SPD, et à finalement faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire être beaucoup plus dépensier dans son approche que ce sur quoi il avait été. Mais il avait dit le contraire. Il avait été élu. Donc il faut voir à quel point c'est plutôt vu comme une vision stratégique du chancelier. Aujourd'hui, c'est pas clair, ou bien comme au contraire un chancelier qui est fragile sur sa propre base. Donc ça, on le verra dans les prochaines semaines assez vite. Les choses sont très claires. 18 députés du Parlement allemand n'ont pas voté pour lui. Pas 2-3, 18. Ces 18 restent... On ne sait pas qui c'est, anonyme. Très certainement, non seulement des sociodémocrates, parce qu'il y a quelques rivaux dans son propre groupe parlementaire. Alors, ça, c'est un premier point. Les chrétiens démocrates. C'est l'instabilité innée. Deuxièmement, il a rompu une promesse électorale. C'est-à-dire, et pas pour 100 milliards ou 200 milliards, mais pour un montant, je dirais... inouï. Donc, de ce fait-là, l'autorité de M. Merz aujourd'hui, qui se promène beaucoup à l'étranger, est fort entamée, et surtout par ses propres troupes. À partir du moment où ces énormes écluses ouvertes, accompagnées par des attentes politiques, tout s'arrange, ça n'apporte pas les résultats espérés, l'autorité de M. Merz va rapidement se dégrader. Je donne à ce gouvernement pas plus de 2 années. Vous n'êtes pas très fan de Merz. Pardon ? Vous n'êtes pas très fan de Merz. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour dire que je suis un fan de M. le Président Macron, de M. le Chancelier Merz. Je fais des observations. Je pense le début de cette coalition, je dirais, sème le doute dans la légitimité même de son chancelier, parce que quelqu'un qui a dit A, a répété A, pendant la campagne électorale et qui dit B tout de suite après, est quelqu'un qui est considéré comme un menteur. En Allemagne, ça joue beaucoup. Et peut-être un dernier éclairage. Il nous reste 2 minutes. Et M. Merz n'est pas un rassembleur. Internet éclairage pour ceux qui nous écoutent, je crois qu'en fait ça va un petit peu plus loin que juste ceux qui disent on est pour la dette ou on est contre la dette. Peut-être un petit peu plus de précision. C'est qu'aujourd'hui il est considéré que Friedrich Merz n'a pas négocié suffisamment, on va dire, l'efficacité, la réduction des dépenses avant de faire des concessions très importantes à la SPD sur les dépenses à consentir. Il aurait probablement, et là je pense effectivement, il aurait probablement fallu se dire comment est-ce qu'on réforme l'État, on le rend beaucoup plus agile, rapide, efficace, et ensuite... Mais là, c'est France et Allemagne, même combat, en fait. Là, j'ai l'impression que l'Allemagne est en train de devenir française, mais les travers pas français. Pas forcément pour le meilleur. Oui. Sauf que les dépenses sociales n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même montant de coupe à faire. Non, mais enfin, on a ce qu'on appelle les contributions, les quita, enfin, tout ce qui est pour les familles. Le salaire minimum. Le salaire minimum, qui sont quand même des montants... Trop de gens qui reçoivent de l'argent sans travailler, sans vouloir travailler. Donc, nous avons ce phénomène en Allemagne. Regardez surtout... les dépenses de santé pourcentage très limité d'Ukrainiens qui sont sur le marché de travail en Allemagne. Tout ça est vrai. L'Allemagne est loin d'avoir réglé ses problèmes, mais moi, il y a quand même 2 choses que je mettrais
au crédit de la trajectoire qu'on peut imaginer pour l'Allemagne. C'est qu'il y a quand même cette prise de conscience, moi, je trouve qu'il y a eu lieu en Allemagne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, la prise de conscience, malheureusement, elle a été exogène. C'est la guerre en Ukraine, c'est tout ça, mais les Allemands ont bien compris qu'il fallait changer pas mal de choses dans le modèle allemand. Je crois que maintenant, c'est clairement partagé. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que c'est vraiment un diagnostic qui est partagé par les Allemands. J'aimerais que les Français partagent un même diagnostic sur l'impasse du modèle français. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, là aussi, pardonnez-moi, je vais parler anglais, un track record. C'est-à-dire que quand Schröder a fait les réformes qui l'ont amené à Hartz 4. Hartz 4 en particulier, qui lui ont permis de redonner une espèce de compétitivité à l'Allemagne qui était encalminée, personne n'aurait imaginé, surtout sur un... C'est la capacité à pivoter rapidement. De gauche, oui. Alors, il a fallu du temps, mais ça s'est fait, ça s'est bien fait. Et l'Allemagne, ensuite, a eu un certain nombre d'années de relative prospérité et de croissance élevée et de retour à une forme de norme. Oui. Le Standort Deutschland, comme disait Kohl, qui avait été perdu, il a été retrouvé. Donc, vous avez... Le problème est beaucoup plus fondamental. Notre industrie clé, l'industrie automobile, est existentiellement menacée. Oui. On pourrait discuter... C'est-à-dire, on n'a pas eu ces problèmes-là, et je ne vois pas que M. Merz aura le courage de dire toute la vérité aux Allemands. Marcus, on en C'était reparlera. son rêve de devenir chancelier, il est devenu. Il a réussi, voilà, voyons ce qui sera la suite. Les experts, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus sur mon plateau. Demain, Guillaume Dard, Bertil Bayart et Dany Lang. Dans un instant,